Allez, on va pouvoir lancer du coup ce webinaire. Merci encore une fois de nous avoir rejoints. Donc, ce webinaire sera dédié donc, au réemploi dans le bâtiment. On va se poser la question des outils qui vont être à disposition des acteurs sur les territoires, notamment pour démarrer ce chantier, même si voilà, c'est évidemment une pratique qui commence à se développer, mais il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Donc, je m'appelle Pierre, je travaille pour Circulaire et donc on co-organise cet atelier, ce webinaire avec la métropole du Grand Paris et notamment Stéphanie Morisset qui est avec nous et qui pourra nous dire un petit mot en conclusion tout à l'heure. Peut-être pour vous montrer simplement le programme très simple de ce webinaire, on aura du coup une petite introduction de cadrage par ma collègue Tissa que vous avez entendu juste avant. Et ensuite, donc, il va pouvoir nous cadrer un petit peu ce sujet du coup, du réemploi et de l'économie circulaire dans le domaine du bâtiment. Et puis, on aura ensuite un entretien avec Sébastien Duprat, qui est le directeur général de CycleUp, qui est une solution qui permet de promouvoir le réemploi dans le domaine du bâtiment. Et puis, vous aurez la possibilité de poser vos questions, d'échanger sur ce sujet à la fin de la session. Peut-être quelques bonnes pratiques, je viens de le dire, notamment, n'hésitez pas à couper votre micro. On est dans le format réunion aujourd'hui sur Zoom, ce qui permet à tout le monde de pouvoir se voir, bien communiquer sur le chat. Essayez de garder bien votre micro coupé pour ne pas interrompre les intervenants. N'hésitez pas à modifier l'affichage en haut de l'écran pour pouvoir soit avoir l'affichage de l'intervenant qui est en train de parler, ou bien l'affichage mosaïque pour avoir l'ensemble des intervenants. N'hésitez pas à utiliser le chat pour vos questions aux intervenants et puis à vous renommer pour qu'on puisse bien identifier qui vous êtes et quelle structure est-ce que vous représentez aujourd'hui. C'est tout pour moi. Je propose à Tissa de commencer avec son introduction sur la thématique. Tissa, c'est à toi. Merci Pierre. Comme Pierre disait en introduction, l'idée c'est avant d'aller sur des sujets sur le sujet du réemploi et notamment sur son application dans le secteur du bâtiment, on souhaitait cadrer un petit peu le sujet de l'économie circulaire appliquée à ce secteur, et on souhaitait aussi vous donner quelques exemples inspirants pour tout simplement lancer un peu la réflexion sur le sujet. Attention aux personnes qui ont des micros ouverts. Donc voilà, je vais vous introduire le sujet pendant environ 18 à 20 minutes. Et puis après, j'aurai le plaisir d'accueillir Adrienne Degoutière pour conclure cette introduction et vous montrer ce que la métropole fait concrètement sur le sujet du réemploi, de la réutilisation dans le secteur du bâtiment. Alors, pour commencer, peut-être une petite question. Donc, j'espère que vous êtes réveillés et pas en pleine digestion. Donc ça, c'est la Crèche Justice à Paris, dans le 20e arrondissement. Et comme vous le voyez, il y a une façade en bois qui sert à la fois de brise-vue et de brise-soleil. À votre avis, quel est le matériau qui a été réemployé ici pour permettre de réaliser cette façade? Vous pouvez utiliser le chat pour donner des réponses. Moi, comme je partage les slides, je ne peux pas le voir, mais Pierre, tu me dis si tu peux me dire un peu peut-être quelles sont les réponses qu'on a dans le chat. À votre avis, donc, quel matériau a été réemployé pour faire cette façade? Du béton, du bois, oui. Oui, du bois de coffrage, des palettes. Ah, ça aurait pu être des palettes, mais ce ne sont pas des palettes. C'est en fait des portes en chêne massif qui ont été réemployées ici pour faire cette façade. Précisément, c'est 621 portes en chêne qui ont été réutilisées. Elles étaient sur un chantier de réhabilitation qui est à proximité de celui de la crèche, et ils ont été reconditionnées par un acteur présent en Seine-et-Marne pour être justement pour faire office de façade pour ce bâtiment, qui de surcroît est aussi pensé de façon modulaire pour justement avoir une vie après la fin de son usage. Donc ça, c'était une petite question. Et puis peut-être pour continuer à contextualiser le sujet, quelques chiffres clés pour vous donner quelques ordres de grandeur sur l'économie circulaire et le bâtiment. Donc déjà, si on prend le secteur qui est plus vaste du BTP, donc du bâtiment et des travaux publics, c'est 70% des déchets générés en volume chaque année en France.
C'est un chiffre qui commence à être de plus en plus connu parce que tout simplement, il est énorme. Et si on zoome plus spécifiquement sur le secteur du bâtiment, c'est tout de même plus de 40 millions de tonnes de déchets qui sont produites chaque année. Et si on regarde quelle est la composition de ce volume, on a 3/4 qui sont des déchets inertes, comme ce que vous pouvez voir sur l'image, des briques, du béton, des tuiles, etc. Ensuite, on a un petit peu moins d'1/4 qui sont des déchets non dangereux, non inertes, comme le bois ou le plastique, par exemple. Et puis, on a 2 de déchets dangereux, comme le solvant ou les matières amiantées. Donc 40 millions de tonnes, c'est un chiffre conséquent. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que la quasi-totalité de la matière est non dangereuse, puisque les déchets inertes sont une sous-catégorie des déchets non dangereux. Pardon. Hop. Si on regarde en termes de valorisation, qu'est-ce qui se passe pour les déchets du bâtiment? Aujourd'hui, on a un peu plus de la moitié qui est soit recyclé en remblai pour la majorité, soit valorisé notamment pour le réaménagement de carrière. Donc, c'est un chiffre qui est encourageant, mais ça montre aussi qu'il y a vraiment une marge de progression très importante pour le recyclage et la valorisation. Et en ce qui concerne notre geste, c'est-à-dire le réemploi et aussi la réutilisation, là, les chiffres sont très, très faibles. Et là, il y a encore beaucoup de choses à faire et on va voir pourquoi. On a voulu réutiliser le papillon de la Fondation Ellen MacArthur. C'est le papillon de l'économie circulaire qui est assez, que vous devez sûrement connaître pour la plupart et qui montre les différentes boucles de l'économie circulaire. Et on a essayé de l'adapter au secteur du bâtiment pour vous montrer où est-ce qu'on pouvait intervenir pour circulariser le secteur. Donc, on est parti de la vie technique du bâtiment, depuis sa conception jusqu'à sa rénovation et sa potentielle déconstruction en fin de vie. Et on a essayé de penser les différentes boucles circulaires. Donc, quand on parle d'économie circulaire, on a tendance à séparer les matières organiques des matières techniques. Pour le secteur du bâtiment, comme vous le doutez, c'est les matières techniques qui sont évidemment les plus conséquentes et les plus importantes. Mais on a quand même voulu mettre en avant les matières organiques parce que le bois, comme dans l'exemple que je soulignais au début, est un matériau qui est largement utilisé dans le secteur. Donc, en ce qui concerne le bois, on peut avoir 3 boucles d'économie circulaire. Je vais partir de la plus longue, celle du recyclage. Le bois peut être recyclé en copeaux pour l'élevage, il peut être recyclé en panneaux de particules pour l'ameublement, mais il peut aussi être réutilisé ou réemployé, comme on l'a vu dans l'exemple de la crèche justice. En fait, la différence entre la réutilisation et le réemploi, c'est simplement le passage par le statut de déchet. La boucle est plus longue pour la réutilisation parce que la matière ou le matériau doit passer par le statut de déchet avant de retrouver une seconde vie. Tandis que pour le réemploi, il ne passe pas du tout par ce statut et il est réemployé sur un usage identique ou similaire. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les matières techniques. Donc, on peut focus sur les matières qui sont non dangereuses parce que, comme on l'a vu plus haut, ce sont plus de 90% des déchets du bâtiment qui sont des matières non dangereuses. Et là, on retrouve les mêmes boucles d'économie circulaire que pour la matière organique, le recyclage, la réutilisation, le réemploi. Et si on zoome plus spécifiquement sur le recyclage pour commencer, donc, on a vu, les chiffres sont encourageants. Ils n'atteignent pas encore les objectifs que se sont fixés l'UE et la France, qui sont de 70% de recyclage pour le secteur du bâtiment. Mais il y a de plus en plus de filières qui se développent en France pour pouvoir recycler les différentes typologies de matières. Et je vais y revenir après, mais la législation est en train aussi de pousser pour augmenter les taux de recyclage dans le secteur. En ce qui concerne la réutilisation et le réemploi, qui sont nos sujets, là, ça va concerner les matériaux, notamment issus de la déconstruction ou de la réhabilitation. Mais pas seulement, ça peut aussi concerner des chantiers de construction neuves qui vont avoir très souvent des surplus de commandes et se retrouver avec trop de matériaux, trop d'équipements sur les bras et qui n'ont pas forcément d'endroits où les stocker ou les envoyer pour qu'ils puissent être utilisés tout simplement. Et aujourd'hui, sur notamment la thématique du réemploi, c'est beaucoup d'actions qui sont informelles, voire même non marchandes. Et un bon exemple pour illustrer cela, c'est la ferraille, les métaux, qui en général disparaissent très rapidement sur les chantiers et ils retrouvent une seconde vie assez facilement parce que historiquement, ce sont des matières qui ont une valeur forte
une valeur intrinsèque forte et qui sont réemployés. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des solutions pour massifier le réemploi et la réutilisation et pour augmenter les volumes, les formaliser et permettre à ces boucles circulaires de devenir de vrais leviers pour rendre le secteur plus durable. Et évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais notamment pour le bois, mais aussi pour certaines matières techniques, il y a aussi des gros potentiels sur la valorisation énergétique et matière, et puis évidemment la mise en décharge. Mais là, ce sont des boucles qui ne sont pas considérées comme des boucles circulaires. C'est pour ça qu'on ne les a pas mis dans le papillon. Maintenant, si on regarde concrètement comment l'économie circulaire peut s'appliquer au secteur, on peut identifier 5 leviers. Donc, le premier levier, c'est celui de l'optimisation territoriale des flux. L'idée, c'est d'aller créer des synergies entre les différents acteurs et ici, notamment entre tous les acteurs de la chaîne de la vie technique du bâtiment, depuis la conception jusqu'à la déconstruction. Un bon exemple de ce levier, c'est l'écologie industrielle et territoriale. Donc là, c'est l'exemple de Kalundborg au Danemark, qui n'est pas un chantier, mais un site industriel au sein duquel les entreprises échangent de la matière, échangent de l'énergie pour créer des boucles fermées. Et ils ont notamment réussi à faire cela pour la fabrication de plâtre, qui est faite à partir de gypse récupéré d'une usine à proximité. Concernant le deuxième levier, celui de la sobriété, il est très important quand on parle de bâtiments, puisque comme je vous le disais au début, il y a énormément de matière et d'équipement qui est gaspillé parce que tout simplement la conception ne permet pas d'anticiper tous les besoins et parfois les acteurs de la construction se retrouvent à casser des choses qu'ils viennent de construire parce qu'ils n'avaient pas anticipé qu'un câble devait passer par là, par exemple. Et un bon exemple pour favoriser la sobriété, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, le BIM, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le Building Intelligence Model. C'est, comme vous pouvez le voir, de la modélisation 3D qui permet d'éco-concevoir et surtout d'anticiper les besoins pour la construction neuve et aussi pour les projets de réhabilitation. Le troisième levier, c'est l'allongement de la durée de vie. C'est un levier qui n'est pas applicable seulement au secteur du bâtiment, on en parle pour beaucoup de secteurs, par exemple pour tout ce qui va être électronique et électrique également. Et là, l'idée, c'est lié à l'éco-conception, c'est de se demander comment on fait pour que je ne sois pas obligée de démolir mon bâtiment, mais qu'il puisse avoir plusieurs vies, qu'il puisse être modulaire, etc. Un bon exemple pour illustrer cela, ce sont les bâtiments multifonctions. C'est des bâtiments qui sont pensés pour accueillir aussi bien des bureaux que des logements locatifs, par exemple. Un quatrième levier, et c'est celui sur lequel on va se concentrer par la suite, c'est la création de ressources et la limitation des déchets. Donc, c'est un levier évidemment dans lequel le réemploi a un rôle majeur à jouer. Mais si on parle ne serait-ce que de tri et de collecte sur les chantiers, il y a l'exemple du tri 7 flux, qui est en train de se généraliser de plus en plus sur les chantiers, mais qui n'est pas encore présent partout. Là, l'idée, c'est d'aller trier vraiment tout simplement à tous les déchets qu'on peut avoir sur les chantiers pour leur permettre d'être revalorisés derrière plus simplement. Sinon, s'ils sont mélangés, ils risquent de finir en déchetterie et non revalorisés. Et puis le dernier levier, qui n'est pas des moindres et qui est souvent pas assez souligné dans les rapports sur le sujet, c'est l'engagement des parties prenantes. Le secteur du bâtiment, c'est beaucoup d'acteurs. C'est de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, des chefs de chantier, des ouvriers, des maîtres de travaux, etc. Et toutes ces personnes-là ont besoin d'être sensibilisées, ont besoin d'être formées à l'économie circulaire pour pouvoir jouer leur rôle. Et pour cela, la formation a un rôle évidemment crucial à jouer au niveau de tous les maillons de la chaîne. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs leviers pour que l'économie circulaire se développe au sein du secteur du bâtiment. Mais pourquoi notamment le réemploi, mais aussi d'autres boucles comme celle du recyclage ont du mal aujourd'hui à devenir un réflexe, c'est parce qu'il y a plusieurs challenges à relever. Et ici, on en a identifié 3. Il y en a évidemment beaucoup plus, mais lors de l'interview de Sébastien Duprat, qui viendra ensuite, d'autres de ces challenges seront identifiés.
Le premier qu'on a voulu souligner, c'est celui de l'acceptabilité, puisque les équipements et les matériaux issus du réemploi ont tendance à être perçus comme des matériaux et des équipements de moindre qualité ou qui offrent une sécurité moindre. Et donc, cela va évidemment jouer en leur défaveur. Un deuxième challenge qu'on a identifié, c'est celui du manque de moyens logistiques. Les chantiers, et vous le verrez plus spécifiquement après, ne peuvent pas stocker des quantités importantes de matériaux. Ils ont un planning, un calendrier à suivre. Ils doivent faire évoluer le chantier. Et pour ça, ils ont besoin de zones où stocker les matériaux s'ils veulent que ceci ait une seconde vie. Et c'est aujourd'hui un vrai souci puisqu'on a déjà du mal à mailler le territoire avec des filières de recyclage actives. Donc, en ce qui concerne des zones pour le réemploi, on n'est encore pas, pas forcément très bien équipé. Et c'est un petit peu comme le système de la consigne. Si on n'a pas des zones de stockage suffisamment à proximité des chantiers, c'est tout simplement économiquement et environnementalement pas viable d'aller stocker des matériaux à plus de 200 km du chantier. Et donc, c'est lié à mon dernier challenge, qui est celui du coût, celui de la contrainte économique. Pour que le réemploi se massifie, il faut évidemment que les acteurs du bâtiment voient cette option comme une option qui est rentable et qui leur permet de faire des économies par rapport notamment à l'achat de matières neuves. Mais heureusement, pour répondre à ces différents challenges, de plus en plus d'acteurs se développent en France, et ce, vraiment partout, pas seulement dans la métropole du Grand Paris, mais vraiment partout en France, même si il y a une concentration assez importante en Île-de-France. Et on a essayé, même si c'est pas facile parce que c'est une liste qui est en évolution permanente, on a essayé d'élaborer des catégories pour vous représenter un petit peu quels sont les acteurs qui jouent un rôle important dans le réemploi en France. On en a identifié 6. Je vais commencer par la première. Ce sont les bureaux d'études et de conseil en réemploi. Il y en a énormément. C'est là où il y a peut-être le plus d'acteurs aujourd'hui parce qu'il y a des bureaux d'architectes notamment qui commencent à développer une expertise en la matière. Et donc, il y a énormément d'offres sur le sujet. Ces acteurs, notamment, sont capables de réaliser des diagnostics matériaux sur les chantiers pour aller justement trouver des débouchés de réemploi pour la matière. Et il y en a d'ailleurs qui se situent à l'interstice de la deuxième catégorie, que sont les places de marché. Elles sont majoritairement en B2B, mais il y en a aussi certaines qui font du B2C. Elles s'adressent à des très gros acteurs, comme à des plus petits acteurs et des artisans. Et il y en a aussi de plus en plus qui se développent. Et adossé à cela, mais qui n'est pas exactement la même chose, on retrouve aussi les matériothèques. Les matériothèques sont très souvent, elles ont très souvent une empreinte locale forte. Elles peuvent être éphémères parce que construites à côté d'un chantier, par exemple, et elles ont souvent aussi un caractère social et solidaire très fort. Et il y a aussi une quatrième catégorie qui est liée au levier de sobriété dont je vous parlais juste avant. Ce sont les outils de modélisation qui sont en plein essor, mais qui sont en cours d'appropriation par les acteurs du secteur. Là, j'ai cité CycleUp et Batirim qui est un outil de Suez et qui vont permettre aussi de développer les solutions de réemploi. Cinquième catégorie, les acteurs qui développent des formations et des actions de sensibilisation sur le sujet. Pareil, ils se développent de plus en plus et comme on disait, ce sont des acteurs qui ont un rôle crucial à jouer dans la transition. Et puis enfin, qui sont aussi en train de se former, de se professionnaliser, les fédérations et les collectifs sur le sujet, comme par exemple l'HYDRE, la Fédération française du bâtiment ou encore le réseau REFER. Donc, comme vous le voyez, beaucoup d'acteurs. C'est évidemment une liste qui est non exhaustive. Et dans le chat, vous allez pouvoir retrouver un site notamment qui répertorie tous ces acteurs du réemploi en France. Je parlais tout à l'heure de la réglementation et de son pouvoir de faire changer les choses. Il y a 2 évolutions réglementaires qui vont impacter le secteur du bâtiment à partir de 2022 en particulier, que sont la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et puis la RE 2020, qui est la réglementation environnementale 2020 et qui fait suite à la RT 2012, qui est la réglementation thermique. Si je zoome sur la loi AGEC, il y a énormément de choses qui vont changer pour le secteur du bâtiment à l'issue de la
promulgation de cette loi qui date de 2020, notamment la facilitation de la sortie du statut de déchet, mais aussi l'obligation d'acquisition d'une part de matériaux réemployés pour la commande publique. Et puis, aussi quelque chose de nouveau et qui va changer la donne, la création de la filière responsabilité élargie du producteur, la filière REP, pour les matériaux, pour les déchets du bâtiment. Et donc, la création de cette filière va entraîner l'agrément d'un ou plusieurs éco-organismes en France, qui va notamment permettre de favoriser le recyclage, mais on espère aussi le réemploi. Et pourquoi je dis on espère aussi? Parce que aujourd'hui, sur le décret actuel de création de la filière REP pour le bâtiment, il y a encore quelques zones d'ombre et on espère voir ces zones d'ombre être clarifiées dans les semaines et mois à venir, notamment sur la définition du producteur, sur la liste exhaustive des déchets à prendre en compte, et puis évidemment le lien avec le réemploi, sachant que le mot réemploi ne fait pas partie du décret actuel. Donc voilà, on espère que les lignes vont bouger de ce côté-là. Si on regarde la RE 2020, donc comme je disais, elle fait suite à la RT 2012. En fait, cette réglementation est une obligation étatique sur les nouveaux permis de construire pour tout ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments. Et là, ce qui va changer, c'est qu'à partir de 2022, pour tous les nouveaux permis de construire, il y aura un seuil maximum d'émissions carbone et puis l'obligation de réaliser une ACV dynamique. Et là encore, le réemploi a tout son rôle à jouer puisque ça peut évidemment permettre de diminuer l'impact carbone du bâtiment. Donc, comme vous le voyez, des évolutions réglementaires importantes à venir pour l'année 2022, qui va sûrement être une année clé dans la transition du secteur du bâtiment vers un modèle plus circulaire. Et pour terminer mon introduction, je voulais finir avec deux exemples inspirants. D'abord, celui de la transformation du quartier de la caserne de Reuilly à Paris. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette modélisation, c'était une ancienne caserne. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'ils ont réussi à transformer 5 des bâtiments pour qu'ils puissent accueillir des logements locatifs. Et puis à côté, ils en ont construit 6 neufs, mais ils ont réussi à récupérer des radiateurs, des portes, des boîtes aux lettres pour aller justement agrémenter les différents bâtis d'éléments réemployés. Et par exemple, même sur la voirie, ils ont réussi à récupérer des pavés pour pouvoir en faire des cheminement pour les piétons. Donc, ils ont vraiment, dès la conception du projet, intégré cette dimension du réemploi, ce qui est très intéressant, évidemment. Et un deuxième exemple aussi dans la métropole du Grand Paris, c'est celui de la déconstruction de la cité Gargarine, excusez-moi, il manque un R, à Ivry-sur-Seine dans le 94. Là, ce n'était pas possible de transformer le bâtiment parce que parfois, ils sont tellement éloignés des normes actuelles qu'il vaut mieux les déconstruire plutôt que de les transformer parce que ça serait trop compliqué. Donc là, ce qui a été fait, c'est une déconstruction sélective et non pas une démolition conventionnelle. L'idée, c'était encore une fois d'aller réemployer un maximum d'équipements. Donc il y a eu 2 types de réemploi. D'une part, sur le gros œuvre, il y a pu avoir un réemploi, plutôt une réutilisation, vu que c'est passé par le statut de déchet, de tout ce qui était béton, gravat. Et puis, ensuite, il y a eu plusieurs équipements qui ont pu être réemployés. Là encore, on a eu des radiateurs, des boîtes aux lettres, des portes, mais aussi des équipements qui ont pu être réemployés. Et là, ils ne vont pas être réemployés sur le même site, mais ils ont été pris en charge par l'acteur Bacassia, qui était dans le panorama que je présentais juste avant, qui était AMO sur le projet et qui a justement pris en charge toutes les actions de réemploi pour la déconstruction de la cité. Donc j'espère que cette introduction a permis de vous inspirer, de vous donner des clés de lecture pour comprendre comment l'économie circulaire peut s'appliquer au bâtiment. Je suis consciente que c'était évidemment dense, mais on vous fournira une synthèse a posteriori de l'événement qui retracera les éléments clés que j'ai pu partager. Et je vais laisser pour conclure la parole à Adriane de Boutière, qui travaille aux côtés de Stéphanie Morisset au sein de la métropole du Grand Paris et qui va pouvoir nous parler justement des actions que fait la métropole sur le sujet du réemploi de la réutilisation. Adriane, c'est à toi. Oui, Tissa. Merci beaucoup, Tissa. Alors, tu gères les slides, du coup? Tu peux... Oui, sans souci. Super. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Adriane de Boutière, donc je suis en charge de l'économie circulaire appliquée au bâtiment notamment et de toute la politique de métabolisme urbain de la métropole du Grand Paris. Donc, je suis ravi de pouvoir vous présenter rapidement
quels sont nos enjeux et les dispositifs qu'on est en train de monter sur ce sujet. Alors, je vais très rapidement revenir sur les enjeux à l'échelle du territoire qui ont été déjà bien abordés par Tissa. Qu'est-ce qui fait la spécificité du Grand Paris, de la métropole du Grand Paris sur ce sujet? C'est la densité déjà des opérations, des déconstructions à venir, des réhabilitations à venir sur notre territoire, avec des poches de densité qui peuvent être plus importantes sur certains pôles de la métropole. Vous le voyez à l'écran sur cette cartographie qui avait été produite par l'APUR l'an dernier. Mais on constate malgré tout que sur tout le périmètre métropolitain, on a une vraie tension, un vrai enjeu, avec une production très importante de déchets et des besoins en matériaux qui sont également très importants dans les prochaines années. Ça pose des enjeux de résilience importants pour le territoire, parce qu'on doit à la fois gérer des déchets, ce qui peut induire des problématiques environnementales fortes, et on doit également s'approvisionner avec des matériaux qui viennent souvent de plus en plus loin. On dispose de moins de matériaux naturels disponibles en local et qu'on pourrait extraire. Donc on se retrouve dans des situations où les granulats dont on a besoin pour du béton viennent de très loin, et les matériaux du second œuvre également. Alors comment opérer cette transformation? Tissa l'a déjà bien abordé en mettant en place des filières de réemploi, des filières de recyclage sur le territoire. L'enjeu, toutefois, vous en doutez, c'est que ça nécessite des espaces dédiés, du foncier qui est forcément très limité à l'échelle de notre territoire. Donc on se retrouve dans une complexité pour constituer les fameux espaces tampons qui vont nous permettre d'entreposer, de stocker des matériaux en vue de les retraiter et de les réintroduire dans les nouvelles constructions. Alors ça peut se faire au pied des chantiers parfois quand on a un petit peu de place disponible. Ça peut se faire dans des fonciers qui peuvent être temporairement mobilisables parce que les opérations d'aménagement peuvent mettre du temps à se lancer, ou ça pourrait même se faire sur des fonciers plus pérennes qui sont aujourd'hui malgré tout sous-utilisés, des friches ou d'autres fonciers de ce type. Notre objectif au sein de la métropole, pour répondre aux besoins des acteurs de la filière construction, c'est de développer un réseau exemplaire de plateformes de l'économie circulaire, de plateformes physiques, j'entends, donc 3 R, à la fois réemploi, réutilisation, recyclage, qui vont permettre à la fois d'absorber les flux qui sont déconstruits et de livrer de nouveaux matériaux réemployés, recyclés à destination des nouvelles constructions. Alors, si tu peux passer à la slide suivante, Tissa, je vais pas. Ces enjeux métropolitains, ils s'accordent vraiment avec tous les freins les 3 grands freins que tu as présentés précédemment, soit au niveau des modèles économiques, au niveau des enjeux logistiques, fonciers, que j'ai redétaillé un petit peu. Alors, ce qu'on va essayer de faire là dans les prochains mois, et on est preneur de toutes les participations, de toutes vos bonnes volontés également, c'est de structurer un certain nombre de dispositifs qui vont permettre de changer d'échelle à un moment donné, de passer à l'échelle sur cette échelle, sur cet enjeu de la construction circulaire. Donc ça passe par, pour nous, fédérer tous les acteurs du territoire autour d'objectifs communs, qui ne seront pas forcément contraignants, mais qu'on souhaite ambitieux, qu'on souhaite partager, des maîtrises d'ouvrage jusqu'aux plateformes qui vont permettre de réutiliser. Pour mettre en place ces engagements, il y a besoin de connaître toutes les solutions qui sont disponibles. Tu t'en as présenté un certain nombre, Tissa. Le but, ce sera qu'on les mette en forme du mieux possible pour faire le sourcing un petit peu de toutes ces solutions disponibles à l'échelle du territoire via un catalogue des solutions. Et le 3e levier, enfin, ce sera de mettre en place un programme ambitieux pour faire émerger des nouvelles plateformes sur les fonciers qui pourraient être utilisés à l'échelle du territoire. Donc là, on a un premier gros travail à travers une étude de métabolisme qui vise à mieux appréhender tous ces flux qui vont être amenés à être déconstruits, toutes ces filières dont on aura besoin, et de cartographier tous ces fonciers grâce à ce travail également. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation.
N'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur grandpariscirculaire.org pour rejoindre cette dynamique ou à revenir vers moi si vous souhaitez disposer de davantage d'informations. Parfait, merci beaucoup Adriane et merci à Tissa pour l'introduction. Voilà, on espère que ça vous a bien fait rentrer dans le vif du sujet. Et on va passer maintenant à l'interview, l'entretien de ce webinaire avec Sébastien Duprat. Sébastien, est-ce que tu nous entends bien? Alors, j'ai l'impression qu'on n'a pas le son de notre côté. Donc Sébastien Duprat qui est directeur général chez CycleUp. Ce sera moins glamour, mais là vous m'entendez mieux. Ça marche, super. Donc Sébastien qui a voilà, une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine du bâtiment en tant qu'ingénieur conseil, notamment au sein du groupe Aegis, et qui a rejoint cette solution, ce porteur de solution CycleUp en 2017. On va pouvoir revenir avec toi, Sébastien, sur pas mal d'éléments qui ont pu être introduits par Tissa et Adriane. Mais peut-être avant de lancer notre discussion, je vous propose de lancer une courte vidéo que nous avons réalisée dans les locaux de l'entrepôt de CycleUp à Saint-Ouen, qui permettra aux participants de mieux comprendre votre activité de réemploi dans le BTP. Donc, je vais laisser Tissa lancer la vidéo tout de suite. Et on se retrouve dans 4 minutes, je crois. Pierre, j'ai besoin que tu me remettes animatrice pour que je puisse. Ça ne va pas marcher. Pour que je puisse. Voilà. Donc c'est une vidéo qu'on a réalisée il y a au début septembre dans les locaux, dans l'entrepôt de CycleUp à Saint-Ouen. Et je vous laisse découvrir la vidéo sans plus attendre. Elle sera également disponible sur YouTube a posteriori de l'événement. Bon visionnage et à tout de suite. En termes d'environnement, le BTP est responsable de 70% des déchets générés en France. C'est plus de 250 millions de tonnes qui sont générées chaque année. Et à peine la moitié de ces déchets sont revalorisés. Et on entend par valorisation la pyramide vertueuse de réemploi, recyclage, réutilisation. Alors aujourd'hui, on se trouve dans l'entrepôt du réemploi qu'on opère avec en partenariat CycleUp et un démolisseur qui s'appelle Bouvelot TP et une société d'insertion qui s'appelle Ares. L'entrepôt a un fonctionnement finalement assez simple. On est contacté par des acteurs de l'acte de construire qui ne peuvent plus stocker sur leur chantier les matériaux. Un quai de livraison vient accueillir les matériaux, du mobilier, des équipements, des moquettes, des portes, etc. On vient les dispatcher, les ranger après dans notre entrepôt qui à ce moment-là ressemble à un magasin, un grand magasin sur lequel on pourrait vendre. Et dans un deuxième temps, on vient accueillir soit des personnes qui viennent récupérer des commandes passées sur notre site internet, soit qui viennent voir les matériaux et les acheter en direct sur le site. Le premier modèle de CycleUp, en fait, en bon français, c'est un modèle de peer-to-peer, un modèle de chantier à chantier. Donc sur notre plateforme digitale, des acteurs, des chantiers mettent à disposition des produits avec une temporalité qui est propre à chaque chantier. Et les acheteurs, les chantiers acheteurs, finalement, vont devoir venir récupérer en bas de chantier ces éléments. On a décidé de lancer cette expérimentation en début d'année chez CycleUp pour 3 raisons. La première, c'est de prolonger le business model de CycleUp qui est de vendre des matériaux d'un point de vue digital. Là, on avait un relais local pour plus de stockage, de facilité logistique. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir créer finalement un magasin où nos acheteurs, les artisans, les entreprises de construction puissent venir voir, toucher, comprendre les matériaux de réemploi. Et puis le troisième niveau qu'on essaye de mettre au point, c'est de voir comment on peut reconditionner au moins à minima les matériaux pour leur donner plus de valeur. Là, c'est du tri, du nettoyage, du dépoussièrement, éventuellement du ponçage, afin d'apporter plus de valeur aux matériaux. Les matériaux sur un chantier ont une date de péremption, une durée de vie limitée. Ils doivent finir en benne, à un moment ils gênent sur un chantier. Et un lieu comme celui-là permet de repousser la date de péremption. Il y a un vrai intérêt, une vraie nécessité en tout cas, d'avoir un lieu physique couplé avec notre activité purement digitale. Donc l'entrepôt reste minoritaire par rapport au nombre d'annonces, c'est à peine 1% de notre stock digital qu'on a ici, mais parfois
voire souvent, il est indispensable d'avoir un ancrage physique, local, sur les matériaux afin de permettre de fiabiliser en tout cas le réemploi sur les matériaux de construction. Les collectivités locales ont deux pouvoirs très importants pour promouvoir l'économie circulaire. Le premier, ça va être dans leur rôle de prescripteur dans les aménagements urbains qui les concernent, pour imposer plus d'économie circulaire dans les opérations de déconstruction ou de construction neuve qu'il va y avoir sur leur territoire. Et le deuxième, c'est ils dominent du foncier et donc leur permettre, en tout cas ils vont permettre, l'agglomération de plusieurs ambitions et plusieurs acteurs autour de l'économie circulaire, des acteurs du réemploi comme nous, des acteurs de l'insertion, des CFA, des ateliers de reconditionnement. Voilà, l'ensemble de ces initiatives aujourd'hui qui peuvent être prises indépendamment les unes des autres, qui peuvent être agglomérées par les collectivités locales aujourd'hui sur un même lieu. Voilà pour cette vidéo de présentation et voilà, de cette visite un peu virtuelle de votre atelier de réemploi à Saint-Ouen. Peut-être avant de commencer notre échange, n'hésitez pas à poser vos questions pendant l'échange avec Sébastien qu'on pourra faire remonter au fur et à mesure. Et du coup, Sébastien, pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter très rapidement, présenter ton parcours et comment est-ce que tu en es venu à travailler sur cette thématique du réemploi dans le secteur du bâtiment? Oui, bien sûr, Pierre. Alors moi, depuis, alors ça m'a vieilli, mais le chiffre est bon, près de 20 ans, en effet, je travaille dans le secteur de l'immobilier et de la construction, alors plutôt sur des fonctions d'ingénierie et de conseil pour ce qui va relever de la ville bas carbone et de l'immobilier environnemental. Et en fait, le constat que j'ai pu opérer, c'est j'ai passé beaucoup de temps à faire des calculs extrêmement savants pour modéliser de la performance énergétique ou des trajectoires carbone de grands territoires et finalement de planifier la sobriété de 2050 qui était assez virtuelle. Et puis par contre, chaque jour sur les chantiers, de trouver que tout le carbone que j'arrivais à économiser en 2050, il était là aujourd'hui, tout de suite, maintenant, dans les bennes. Et donc, j'ai décidé de m'occuper un peu moins du carbone de 2050 et un peu plus de celui de 2021. Et donc, finalement, en intrapreneuriat, mais avec une petite partie de mon équipe, on a décidé de créer CycleUp, de claquer nos démissions, de monter une offre, parce qu'on a constaté un peu par similitude qu'aujourd'hui, il y a un marché de la voiture d'occasion, il y a un marché de la fringue d'occasion, il y a un marché de l'électronique d'occasion. Par contre, sur le matériau d'occasion, il n'y avait pas d'offre très significative et fiabilisée pour les acteurs et il n'y a pas de raison objective que ça perdure. Donc, on a décidé de déployer tous les moyens, depuis le conseil, la formation, l'assurance, la logistique, pour permettre le réemploi en vrai et maintenant. Ok, très clair. Et du coup, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la stratégie de développement de CycleUp depuis 2017? De quel constat est-ce que vous êtes parti? Je pense que tu as déjà commencé à l'évoquer un petit peu. Et puis, comment est-ce que vous vous y prenez très concrètement pour développer ce réemploi? Alors nous, notre stratégie, elle manque de discernement. Elle est de faire tout ce qu'on nous demande du moment que ça sert la question du réemploi et de l'économie circulaire. Et en fait, au début, on pensait que le frein principal était les questions juridiques et assurantielles. Donc, on a mis au point une solution d'assurance et de garantie des produits. L'effet sur les volumes de transactions, au-delà de nous dire que sympathiquement c'était vachement chouette, ça n'a pas eu d'effet significatif sur les chiffres et sur les courbes. Puis après, on nous a dit c'est bien, mais il faut former les acteurs. Donc, on a élaboré un catalogue de formation. Et certes, on continue régulièrement à former des acteurs aussi bien de terrain que de conception, que de maîtrise d'ouvrage. Mais on sait que c'est un processus long que de transformer les hommes et les femmes du secteur. Ensuite, on nous a dit il faut des outils digitaux pour le BIM parce que tous les maîtres d'ouvrage investissent à fond sur le BIM. Mais dans les faits, ils investissent peut-être beaucoup, mais ils utilisent très très peu. Et donc finalement, l'application opérationnelle du BIM au quotidien sur les opérations, elle est souvent un peu tardive, un peu scolaire, parfois uniquement pour satisfaire et cocher la case d'un livrable qu'on doit à son maître d'ouvrage.
mais pour faire des achats de produits et de la planification environnementale, le BIM n'est pas réellement l'outil opérationnel. Et en fait, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, le secteur du BTP, il est faiblement digitalisé. Je crois que dans les études internationales, le secteur du bâtiment en France est moins digitalisé que celui de l'agriculture ou celui de l'éducation. Donc, qui peut trimballer un certain nombre de clichés sur son degré. Donc, je les dépasse, ces clichés, mais en tout cas, voilà, notre secteur n'est pas très digitalisé. Et en effet, nous, au quotidien, nos relations, elles sont plutôt des relations de main serrée, de contact personnel, de contrats signés les yeux dans les yeux sur le côté d'un chantier. Alors, c'est un peu cliché de dire ça du bâtiment, mais c'est encore assez vrai, notamment pour les PME et ETI, pour lequel la fonction achat, elle n'est pas structurée. Et donc, comme elle n'est pas structurée, elle a un avantage, c'est qu'elle est agile. Il est facile de saisir une opportunité quand on n'a pas de service achat, quand on n'a pas de process compliqué. Mais elle a un inconvénient, c'est que souvent, elle n'anticipe pas beaucoup. On achète souvent à la dernière minute, de manière assez informelle, auprès du fournisseur qu'on connaît parce qu'on a l'habitude. Et donc, c'est difficile d'anticiper des boucles de circularité très malines. Si on achète les portes pour le 3e étage, la semaine qui précède le moment où on attaque le 3e étage parce qu'on n'avait pas envie de les stocker et qu'on n'a pas anticipé l'approvisionnement. Donc, l'attention en ce moment sur les matériaux, l'impact sur les prix des chantiers avec une actualité très forte des 6 derniers mois, je pense que cette fonction achat, elle va se muscler même dans des entreprises de taille plus modeste. Mais voilà, la réalité, c'est que finalement, si dans le bâtiment, on a du mal à prévoir des choses plus malines, c'est que souvent, on achète pas très bien, un peu à la dernière minute. Et c'est difficile d'être très malin quand c'est toujours dans l'improvisation et au coup par coup. Très bien, donc je retiens l'approche globale que vous avez essayé d'apporter, y compris en intégrant du coup ce côté digital qui était peut-être assez faible dans le secteur. Je retiens aussi la notion de proximité et un peu cette problématique d'anticipation ou de manque d'anticipation de certains acteurs. Est-ce que du coup, c'est sur la base de ce constat que vous avez dit, il y a un intérêt à créer du coup ces installations en physique? Donc on le rappelle, CycleUp est avant tout une plateforme digitale qui permet de l'échange de matériaux en peer-to-peer, en anglais, ou de chantier à chantier. Mais vous avez décidé de créer ces installations en physique, que vous avez placées là pour le coup à Saint-Ouen. Peut-être que tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi à cet endroit-là. Est-ce que ça a du sens à d'autres endroits aussi? Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'intérêt de ce type d'installation? Oui, alors en fait, l'intérêt, il est, comme l'expliquait Vincent dans la vidéo, le fait que si on fait du chantier à chantier, on est contraint par les timings de chacun des chantiers et le risque d'alignement de planète parfait sur les quantités, les disponibilités, la nature des matériaux, il est assez faible. Par contre, dès lors qu'on arrive à prendre la matière et à la positionner dans un endroit où on a plus de temps pour offrir sa visibilité, plus de possibilités de la trier, de la reconditionner pour augmenter sa qualité, on augmente la probabilité de la rendre attractive et intéressante pour un professionnel. Donc c'est se donner du temps, deux, sécuriser la fiabilité et la qualité, qui est le point, l'objectif. L'opération de Saint-Ouen, elle a obéi d'abord et tout d'abord à une opportunité. Voilà, à un moment, il y avait un foncier disponible. On nous a proposé une occupation temporaire qui crée de la valeur pour le territoire. Pour des tas de raisons de maîtrise foncière, de travaux concessionnaires, l'impossibilité de développer immédiatement le projet immobilier qui va dessus. Donc, on a offert une occupation simple avec de l'insertion, avec de la création d'emplois, avec une intention environnementale nette. Et la Sequano et la ville de Saint-Ouen a accueilli notre proposition de manière vraiment favorable. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même un projet olympique et une intensité immobilière tout autour qui légitime ce positionnement. Peut-être tout au bout de la Seine-et-Marne ou au sud de l'Essonne, on aurait été moins volontaire pour aller se positionner aussi loin à cause de la distance, parce qu'on l'a vu, nos clients font souvent leur approvisionnement au quotidien, au jour le jour, au gré de l'avancement de leur chantier. Et donc, s'il faut faire 2h30 de camionnette pour aller chercher le matériau, en plus, il a une faible valeur et donc un faible coût.
et on a du mal à engager 4 heures de bouchon pour aller chercher un matériau à un très très faible coût. D'où la proximité tombe bien. La question qu'on se pose, parce que c'est une expérimentation pour l'instant, on mesure les flux, on mesure les temps de travail, on mesure le potentiel d'insertion et de qualification nécessaire pour opérer ces lieux, on mesure en ce moment la capacité qu'on a à reconditionner tel ou tel flux. Et donc l'idée après, c'est de se démultiplier dans les territoires avec des solutions comparables. La question qu'on se pose, c'est se démultiplier de manière pluri-éphémère et devenir un peu comme les bâtisseurs de cathédrales autrefois, se positionner dans des hotspots de construction pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, à un moment où il y a beaucoup de grues autour et énormément de besoins de matière, quitte à déménager 5 ans plus tard pour aller dans une autre zone d'intensité de développement immobilier. Et ça, c'est une première question. Ou alors de pérenniser, et ce qui nous permet, c'est plus simple quand même pour l'insertion, l'inclusion, la formation, les investissements de machines. Déménager un entrepôt tous les 3 ans, à la fin, ça a un impact quand même sur les coûts opérationnels qui n'est pas négligeable. L'autre option, c'est d'avoir des entrepôts comme le nôtre aujourd'hui, multitechniques, où on peut trouver aussi bien du parquet, des lots techniques de décoration, d'électricité, de plomberie, ou alors au contraire de spécialiser sur certains lots techniques qui va nous permettre d'être plus performants et pertinents sur la nature des investigations, du reconditionnement, d'avoir les machines dédiées pour travailler le matériau. Mais dans ce cas-là, on aura du mal à regrouper l'ensemble des flux sur le même endroit. Donc ça, c'est une question qu'on se pose. Aujourd'hui, il y a quand même plutôt on penche plutôt vers garder le multiflux et le multilot parce que les PME et ETI viennent chercher plusieurs filières quand ils se déplacent et quand ils s'engagent dans le réemploi, ils le testent sur plusieurs corps d'état techniques. Ok, très clair. Un acteur comme Mobius, par exemple, a fait un choix différent. Il s'est concentré sur un seul flux, qui est le faux plancher, et il a massifié et hyper spécialisé son outil pour faire du faux plancher. Nous, on fait plutôt un choix de servir l'ensemble des lots techniques. Pour autant, cette solution de réemploi, on le comprend, elle ne va pas être forcément appliquée à tous les lots, à toutes les et à tout moment, mais il va falloir vraiment l'utiliser à bon escient à certains moments clés et sur certains lieux qui s'y prêtent plus que d'autres. Oui. Et du coup, tu as parlé notamment de la problématique de la proximité, des coûts de transport, etc. Est-ce que tu vois aujourd'hui des défis, des contraintes qui empêchent le réemploi de se déployer? Je crois que tu as mis de côté tout de suite la question assurantielle, la question de la sécurité. Je pense que c'est réglé, mais peut-être que tu peux y revenir très, très brièvement malgré tout. Deuxième question en une, il y a pas mal de collectivités qui sont connectées aujourd'hui. Quel rôle est-ce qu'elles peuvent jouer pour favoriser ce réemploi? Oui. Alors voilà, moi je suis un incorrigible optimiste, donc je vais dire que quand des freins existent, ce sont des freins qu'on peut lever, et en tout cas il n'y a pas de frein bloquant aujourd'hui sur des questions juridiques, assurantielles, techniques, méthodologiques. On passe notre vie à échanger avec des assureurs, des contrôleurs techniques, des ingénieurs, des maîtres d'œuvre. Et quand il y a besoin de lever un aléa technique, on déploie l'expertise, l'ingénierie, les calculs ou les essais qui vont bien. Et donc, dès lors qu'on a un projet où il y a un peu d'ingénierie, honnêtement, le réemploi est sans difficulté. Et je vais faire le contre-pied. Quand il n'y a pas du tout d'ingénierie, c'est que c'est souvent un petit projet. Et dans ce cas-là, il y a aussi un peu moins de contrôleurs techniques et d'assureurs qui viennent nous enquiquiner au quotidien. Et donc, il est beaucoup plus informel, le réemploi des artisans. Ils ne mobilisent pas forcément toute la chaîne de connaissances juridico-assurantielles. Mais par contre, il y a un savoir-faire et une maîtrise opérationnelle qui fait que l'artisan, il décide de prendre son risque avec ses compétences. Et souvent, c'est vraiment sans échec pour lui. Je tiens à dire que sur ces questions d'assurance et de garantie, qu'on a mis beaucoup de temps à convaincre nos partenaires assureurs pour nous offrir une très belle garantie. On est aussi assuré en décennal quand on fait de l'ingénierie, donc ce qui n'est pas fréquent pour et je crois qu'on est les seuls dans le secteur à avoir ce niveau de garantie. Mais on n'a eu aucun appel en garantie et aucun sinistre depuis qu'on existe. Et donc cette réalité, c'est que la matière de réemploi, comme tout le monde s'en méfie ou c'est la première fois pour tout le monde est souvent assez soigneux et attentif. Donc cette matière de réemploi, on la chouchoute un peu plus qu'un produit qu'on achète
comme il est neuf, on ne se pose pas de questions. Ben nous, les matériaux, on les manutentionne, on les inspecte peut-être un peu plus qu'un livreur de produits neufs quand il peut les déposer parfois en vrac ou mal les stocker en disant c'est neuf, ça va être bien. Et donc nous on constate ça. Et puis l'autre difficulté, en fait, c'est un modèle biface, c'est un modèle à deux acteurs, c'est-à-dire il y a des gens qui vont déconstruire et qui vont devoir offrir du gisement au secteur. Et puis il y a ceux qui construisent, qui peuvent être les mêmes, hein, et qui vont devoir utiliser des matériaux. Alors bizarrement, ceux qui travaillent aujourd'hui sur la question des déchets et qui déconstruisent sont plus volontaires. En gros, éviter un coût et pas payer les bennes de déchets pour espérer avoir un petit revenu, le tout sans rien changer à leur opération parce que finalement, comme c'est du déchet, on ne le regardait pas trop. Tout le monde est assez volontaire en disant « Ah bah oui, super, je vais valoriser mes flux sortants, ça me coûtera moins cher en déchets, même si ça prend un peu plus de temps. Je suis d'accord. » Par contre, dès qu'on attaque l'autre versant de la montagne, qui est de dire « Je vais construire un projet neuf avec des matériaux qui ne le sont pas. » Et là, la prescription, la fonction achat, mais les marchés, mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire un appel d'offres dans ces conditions? Et donc, on se retrouve dans une problématique où c'est pas comme d'habitude. Alors que démolir pour le réemploi, si on a fait un diag ressources et qu'on démolit soigneusement, on n'a pas l'impression de changer l'offre qu'on fait à son client. Quand on construit avec du réemploi, on a l'impression qu'il va falloir déployer les trésors de pédagogie pour convaincre toute la chaîne de décision. Et la complexité, c'est que finalement, il n'y a pas de frein juridique, il n'y a pas de frein technique, il n'y a pas de frein assurantiel, mais par contre, il y a à changer de pratique, à changer de manière de prescrire, à se laisser un peu plus de portes ouvertes pour pouvoir saisir une opportunité ou avoir un flux qui est peut-être un petit peu moins précisément prescrit. Parce qu'on dit on veut du parquet et puis on n'est pas capable de contractualiser a priori la largeur des lames et l'essence du bois. Par contre, il faudra quand même être capable de prescrire une exigence de qualité, mais pas forcément une référence produit très très précise. Et on a pris l'habitude, parce que c'est plus facile en prescription, de dire je veux telle référence ou équivalent. Le CCTP est plus vite rédigé que si on prescrit précisément une matière, une fonction, un usage, une classe de résistance, et qu'on est après ouvert à accueillir des propositions qui sont un chouïa alternatif, parce que les gisements, ils sont pas constants dans le temps, ils sont pas constants dans l'espace, et ils sont parfois un chouïa alternatif par rapport à la prescription initiale. Et donc aujourd'hui, ceux qui saisissent plus facilement ces opportunités, en vrai, c'est le dernier maillon de la chaîne, c'est l'entreprise. L'entreprise de travaux, elle a deux raisons. C'est que souvent, elle est quand même assez bien outillée pour vous faire changer d'avis sur le terrain, en disant, écoutez, cette référence, je ne l'ai pas, je vous en mets une autre, et on respecte le délai, ou alors on attend la livraison du produit que vous m'avez mis dans le CCTP, et on prend 2 mois de retard. Cette situation opérationnelle, on l'entend à peu près tous les jours sur tous les chantiers franciliens. Et d'autre part, c'est qu'elle est capable, elle, de moissonner une opportunité économique. Les matériaux sur CycleUp, en moyenne, on les achète entre 1/10 et 1/5 du prix du neuf. Ça veut dire que ça paye quand même la poudre et l'effort dans bien des situations. Peut-être, je rebondis sur une question de Joseph Delcourt sur le prix, justement. Est-ce qu'il y a une question de prix aujourd'hui sur les matériaux réemployés qui serait supérieure, ou est-ce qu'on est compétitif? Alors moi, je vais vous parler du prix des matériaux, je ne vais pas vous parler du prix complet des travaux avec fourniture plus pose, parce qu'en fait, nos entrepreneurs clients, quand c'est eux qui prennent l'initiative de réemploi, ils arrivent à trouver l'avantage économique. On est un fournisseur très très compétitif par rapport au neuf. Bizarrement, quand c'est leurs clients qui leur imposent, ils ont tendance à dire qu'il va y avoir des tas de surcoûts connexes sur la vérification, la logistique, le stockage, et ils peuvent vous dire que ça se fera exactement au même prix que dans le neuf, voire plus cher. Donc la réponse, elle dépend vraiment du volontarisme de l'entreprise, plus que d'une objectivité économique. L'autre réalité, il y a les maîtres d'ouvrage publics et privés qui sont parmi nous, la connaissent peut-être moins, c'est celle des marges arrière. C'est-à-dire qu'entre le prix pratiqué et les marges ou avantages qui sont concédés par le fournisseur en dehors du marché que vous avez vous-même signé, fait que la lecture du prix dans le bâtiment est quelque chose d'éminemment complexe. Surtout avec la cascade de sous-traitance et les prestations forfaitaires et globales qui contiennent la pose, le matériau, voire les premières années d'entretien. Okay. Et donc c'est comment on compare un prix
transparent et unitaire de CycleUp, avec un prix très composite qui agrège plein de choses du marché. Et c'est ça qui rend la comparaison parfois bizarroïde. Bien reçu. En un mot, Eric nous demande s'il y a des documents d'aide à la rédaction de spécifications techniques en recourant au réemploi. Bon, on peut se faire accompagner. Alors, je suis persuadé qu'il y a plein de groupements, de réseaux professionnels, je pense au booster du réemploi côté maîtrise d'ouvrage, qui a élaboré un certain nombre de guides de spécifications, mais je suis persuadé qu'il y a aussi des réseaux plus spécifiques sur la commande publique, qui est un petit peu différente, parce que je crois que le booster du réemploi est très tenu par des promoteurs privés qui ont des modalités d'achat un peu différentes. Et puis sinon, nous, on est assez fréquemment dans nos missions de conseil et d'AMO aux côtés de collectivités pour rédiger ces appels d'offres et ces cahiers des charges de manière à minimiser le risque juridique et économique. Ok, très bien. Tous les voyants sont au vert, donc conclusion pour que le réemploi se développe dans le bâtiment. Mais surtout, je ne vais pas conclure comme ça, je vais vous dire qu'il ne faut pas regarder le prix de la matière, il faut regarder le prix du climat et du carbone. Parce qu'en fait, si on se contente de comparer les prix des produits, il y aura toujours un petit doute sur est-ce que c'est vraiment compétitif. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le prix de la tonne économisée. Nous, aujourd'hui, on économise de l'argent et en économisant du carbone. Ça fait un prix négatif de la tonne de carbone. Et vous, maître d'ouvrage, qui est en train de vous engager dans des trajectoires carbone extrêmement ambitieux, si vous devez faire ces mêmes chasses au carbone avec de la construction bois, avec du biosourcé, avec des énergies renouvelables, avec des mobilités alternatives, souvent, ça va appeler beaucoup plus d'investissements que le chemin de la sobriété et du réemploi qui, lui, est compétitif économiquement. Donc, il ne faut pas juste regarder le prix de la matière, il faut regarder le coût du carbone économisé. Et là, le réemploi, c'est une solution imbattable. Parfait. Et je l'affirme sans l'ombre d'un doute. Merci Sébastien et merci pour ta conviction, puis tous ces éléments, c'était très clair. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il nous reste une toute petite minute pour la conclusion de Stéphanie Morisset. Merci encore pour votre attention. Merci beaucoup Pierre et merci Sébastien. Un grand merci à CycleUp et à Circulaire pour ce panorama de l'économie circulaire, notamment du réemploi dans le BTP. On l'a bien compris, pour progresser d'un cran sur l'économie circulaire, on a besoin de sensibilisation de notre webinaire aujourd'hui, de formation, de conduite du changement, et notamment pour rassurer les acteurs sur la réelle qualité des matériaux de réemploi. C'est pour ça que la métropole, au quotidien, on travaille pour aider les collectivités métropolitaines. On va bientôt lancer un programme pour vous aider, vous les collectivités métropolitaines. J'ai envie de vous en dire plus, on va faire des annonces bientôt. Je vous encourage dès à présent à contacter mon collègue Adrien de Boutière pour en savoir plus. Donc là, c'était un premier point. Deuxième point, on a un programme d'accompagnement aux achats circulaires et solidaires gratuit pour les collectivités et pour les adhérents de nos partenaires sur le programme, l'Institut national de l'économie circulaire, l'Obsar et les canaux. Là aussi, je suis à votre disposition pour vous en dire plus. Dernier point, j'en finis là. Je voudrais tous vous inviter à noter dans vos agendas la date de notre événement annuel, le Grand Paris Circulaire. Cette année, ce sera en ligne du 15 au 19 novembre avec une journée qui sera entièrement dédiée au BTP circulaire et solidaire. Un grand merci à tous pour votre attention et je vous donne rendez-vous sur grandpariscirculaire.org bientôt pour pouvoir revisualiser la vidéo de l'entrepôt et également la rediffusion de ce webinaire. Un grand merci à tous. À très bientôt.